Isabelle Rome, 15 avril 2020, Paris. Bonjour Isabelle Rome, Bonjour Keren. que ressentez-vous actuellement? Des sentiments mélangés, des sentiments mélangés, une certaine tristesse, euh, un peu d'angoisse, parce que nous sentons que la mort rôde tout autour de nous et c'est angoissant. C'est angoissant pour soi-même, c'est angoissant pour ses proches, c'est angoissant euh, pour, pour tous, pour toute la planète, pour toute l'humanité. Et j'éprouve aussi une certaine tristesse parce que j'ai l'impression que nous quittons un monde pour entrer dans un nouveau monde qui ne sera plus comme ce que nous avons pu connaître précédemment avec plein d'inconnus. Vous-même, vous êtes une grande amoureuse de la littérature. En quoi est-ce que certains écrivains vous ont éveillé à la conscience du monde et plus particulièrement à la conscience des inégalités sociales et de la misère? Alors, je pense que depuis très jeune, en fait, j'ai été sensibilisée à cette misère et très curieusement, les écrivains qui m'ont le plus marqué sont ceux justement qui décrivaient particulièrement cette misère, mais aussi avec de l'espoir. Et peut-être que mes premières découvertes datent de la sixième, de la cinquième, c'est-à-dire à peu près vers l'âge de 12, 13 ans. Je pense que le premier écrivain qui m'a vraiment réveillée, éveillée, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, 93. Et puis ensuite, j'ai été très marquée par tous les Zola, Nana, par exemple. Voilà, ça a été ma petite adolescence, j'allais dire, c'est-à-dire vers 12, 14 ans. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, en fac de droit, la découverte de Rousseau, avec cette idée du contrat social qui est le fondement même de mon engagement dans le métier de magistrat que j'ai choisi. Et ensuite, Montesquieu, avec l'esprit des lois, l'indépendance de la magistrature, bien sûr, mais surtout la séparation des pouvoirs. Voilà, un petit peu mon ossature de départ. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai continué à cheminer. Et si je dois continuer dans les écrivains ou les philosophes qui m'ont particulièrement marqué, je parlerai de Stefan Zweig. Je pense que beaucoup d'auteurs pensent à Stefan Zweig et aujourd'hui j'y pense particulièrement et je pense à son livre Le Monde d'hier. Et quand je dis que je suis triste, c'est parce que je pense notamment à ce livre. Et plus positif peut-être, c'est-à-dire parce qu'il nous conduit à un rapport à l'autre particulier, c'est Emmanuel Lévinas qui nous demande toujours de regarder le visage de l'autre parce qu'en regardant le visage de l'autre, quelque chose nous dit de ne pas le tuer. Voilà. Et Lévinas, c'est mon maître, j'allais dire absolu, si on peut dire, mais un écrivain comme Stefan Zweig, je l'ai vraiment présent dans le cœur très souvent, et particulièrement ces jours-ci. Vous-même, vous avez écrit plusieurs livres, dont Liberté, égalité, survie aux éditions Stock, qui devait sortir ces jours-ci, mais qui du coup est repoussé. À quelles inégalités est-ce qu'on est confronté actuellement dans cette crise du coronavirus? Je pense que cette crise, on le voit, renforce un certain nombre d'inégalités. Euh, Déjà, on voit très bien qu'il y aura une crise économique énorme qui va suivre cette crise sanitaire, que les plus fragiles économiquement souffriront le plus de cette crise. On le voit aussi en ce qui concerne le confinement. Tout le monde ne vit pas le confinement de la même manière. Hein. Si on le vit dans une grande maison avec jardin, ce n'est pas la même manière de le vivre que dans un appartement en Seine-Saint-Denis à 6 ou 7 à l'intérieur. Hein. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'y suis très sensible. Et puis, bien sûr, par rapport au sujet que je porte et à la lutte contre les violences intrafamiliales, qui est ce pourquoi je combats, enfin, je veux dire, c'est le fondement de mon engagement aujourd'hui. Bien sûr, je pense aussi à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui peut-être aujourd'hui
sont enfermées avec leur bourreau, leur agresseur. Et là, c'est une grande inégalité aussi. Et j'ai aussi l'impression qu'elles sont enfermées encore plus que d'habitude. Et ça me fait beaucoup souffrir et j'aimerais pouvoir essayer vraiment de les aider. Alors bien sûr, nous essayons d'insister sur les dispositifs d'alerte, de multiplier les réponses. Mais voilà, il faut bien avoir conscience de cette situation. Depuis 2018, justement, vous avez été nommée haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Dans ce cadre-là, vous êtes chargée notamment des violences conjugales et intrafamiliales, puisqu'évidemment, dans le contexte que nous vivons, il faut élargir cette fonction. Vous parliez de mesures que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous mettez justement en place concrètement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire pendant la période du confinement, il faut savoir que les tribunaux ont dû être fermés justement en raison du risque sanitaire. Mais néanmoins, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a décidé que la lutte, la justice, on peut dire, la justice des violences faites aux personnes et en particulier la justice des violences intrafamiliales devait être considérée comme un contentieux essentiel et donc devait être traitée par les juridictions. Donc aujourd'hui, les tribunaux ne fonctionnent presque pas, mais ils fonctionnent pour traiter des demandes en mesure de protection, par exemple, des mesures de protection qui peuvent être demandées par des femmes aux juges aux affaires familiales pour se protéger, pour provoquer l'éloignement du conjoint violent, c'est-à-dire une éviction du domicile conjugal, et puis aussi une organisation de la vie familiale, et puis bien sûr tout le côté pénal avec des enquêtes, les déferments devant le procureur des auteurs de violences intrafamiliales qui peuvent conduire soit à une mise en détention si les faits sont graves ou commis en récidive, ou sinon à un contrôle judiciaire avec suivi et aussi donc éviction du domicile familial avec un contrôle téléphonique, certes, puisqu'on ne peut pas assurer de contrôle et de suivi physique actuellement, mais des contrôles assurés téléphoniquement. Voilà. Et là, je trouve qu'il est quand même important de rappeler que l'ensemble de nos partenaires associatifs, que ce soit dans le domaine de l'aide aux victimes comme dans celui de suivi des auteurs, se sont vraiment mobilisés justement pour organiser le travail différemment et permettre des accueils et des suivis téléphoniques. Face à cette urgence, on l'a vu, les femmes peuvent aller en pharmacie pour pousser l'alerte. Il y a également un numéro de téléphone qui existe. Quel est-il? Alors, il y a même plusieurs numéros. Donc, il y a les numéros d'urgence. Le numéro d'extrême urgence, c'est le 17. Voilà, ça c'est l'appel des forces de l'ordre. Sinon, il y a aussi par SMS le 114. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est assise à côté de son agresseur sur le canapé ou qu'il a les yeux rivés sur le téléphone, ça permet d'alerter avec une certaine discrétion. Et puis sinon, il y a des numéros comme le 3919 qui permettent d'avoir une écoute, une orientation de la part de personnes spécialisées, des écoutantes qui peuvent nous orienter. Il existe aussi un autre numéro qui est le 116 006, des associations d'aide aux victimes qui travaillent régulièrement avec le ministère de la Justice et qui orientent donc très vite sur le procureur, sur les juges compétents. Et puis, il y a aussi un numéro pour l'enfance en danger qui est le 119. Une autre donnée importante, c'est que vous dites qu'on peut aider les victimes à un moment donné en faisant en sorte que leur agresseur sorte de la maison. Or, en cette période de confinement, qu'avez-vous personnellement mis en place pour faire face à cette situation et qu'ils puissent effectivement le faire? Oui, alors effectivement, c'était une vraie difficulté puisque prononcer une éviction du conjoint du domicile, c'est compliqué aujourd'hui, puisqu'il y a à la fois un risque sanitaire qui fait que l'individu ne peut pas aller n'importe où pour être hébergé, et puis il peut aussi ne pas avoir d'hébergement du tout. Et comment faire face alors que le secteur de l'hébergement
et notamment le secteur d'hébergement d'urgence, est lui-même très tendu en cette période particulière. Et donc, c'est pourquoi nous avons mis en place, en lien donc, avec le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, une plateforme qu'on appelle une plateforme d'éviction du conjoint violent, qui est gérée par le groupe SOS Solidarité et qui va permettre aux procureurs d'avoir des solutions très concrètes. C'est-à-dire que si le procureur veut prononcer une mesure d'éviction, mais qui n'a pas forcément de solution d'hébergement, il saisit cette plateforme. Le téléopérateur regarde s'il y a une place d'hébergement d'urgence disponible dans le circuit normal. S'il y a une place dans le circuit normal, eh bien, il oriente sur ce circuit. S'il n'y a pas de place dans le circuit normal, il saisit une plateforme hôtelière et à ce moment-là, nous pouvons proposer des nuitées d'hôtel donc, pour héberger donc, ce conjoint évincé. Mais dans le même temps, nous demandons au téléopérateur de vérifier si dans l'hôtel, il n'y a pas de femmes victimes de violences afin d'éviter tout problème. Et puis aussi, dès que la mesure est prononcée, se met en place, grâce à nos partenariats aussi avec les associations de contrôle judiciaire, un suivi, contrôle téléphonique du conjoint, avec notamment un suivi psychologique parce qu'il faut prendre en charge cette violence. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Si on veut éviter la récidive, il faut prendre en charge la violence, il faut comprendre pourquoi elle existe et puis essayer de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Souvent, je dis que donner une gifle à sa femme, ce n'est pas comme voler un CD dans un magasin. Oui, donner une gifle, ça doit interpeller. Voilà, ça doit interpeller et il faut travailler cela. En tant que plus jeune juge de France, à 23 ans, vous avez été immergée dans le monde des prisons. Qu'est-ce que vous redoutez actuellement face au coronavirus dans cet univers-là? Bien sûr, on peut craindre une contamination élevée, hein, puisque dans des prisons surpeuplées, on peut imaginer que la contamination se fasse particulièrement. C'est pourquoi d'ailleurs la garde des Sceaux, dans les ordonnances qui ont été prises à la fin du mois de mars, a prévu des mesures de libération anticipée pour des détenus, qu'il s'agisse donc de libération avant la fin de peine théorique ou aussi des réductions de peine supplémentaires. Voilà. Et je crois que plus de 8000 détenus ont été déjà libérés de la sorte. Il faut vraiment arriver à faire tomber ce chiffre de détenus. Vous êtes souvent animé par la colère, par une espèce de révolte intérieure. Comment est-ce que vous les transformez en force pour lutter contre l'injustice? Je pense que la première transformation, c'est le choix de ce métier. Je pense que effectivement cette révolte intérieure que j'ai, déjà elle est canalisée par le fait d'exercer un métier du droit, un métier qui exige de la sérénité. Donc voilà, ça c'est déjà, je pense, une des premières réponses. Et puis ensuite, peut-être que je la traduis par un engagement sans faille, je pense, sur des sujets que je défends voilà, de tout cœur. C'est-à-dire que je suis une juriste, j'aime le droit. Pour moi, le droit, c'est très important. Je défends toujours l'état de droit, les grands principes républicains. Mais ces grands principes, j'ai envie de les incarner au quotidien. Voilà, et c'est cela, je pense, mon engagement, mon combat, c'est d'essayer, bien sûr, modestement, mais je pense qu'on peut tous le faire, d'essayer modestement d'incarner tous les jours ce triptyque de liberté, égalité, fraternité. Votre prochain livre s'intitule donc Liberté, égalité, survie. Comment survivre et garder espoir aujourd'hui? J'aime bien dire rester debout. Rester debout, rester debout alors qu'on a l'impression que tout, finalement, que tout s'écroule. Et moi, j'ai vraiment la conviction, comme je vous le disais, d'un monde qui est en train de finir et on ne sait pas vers quel autre monde on va. Moi, en tout cas, je suis vraiment traversée par ce sentiment aujourd'hui.
Bah, pour moi, rester debout, c'est rester relié à l'autre, quoi qu'il en soit. Même si on est confiné et justement que le lien social est plus compliqué là à faire vivre. Mais je pense que c'est qu'en restant relié à l'autre, qu'on survivra. Heu, et dans une notion, ça j'y tiens aussi, de fraternité et d'égalité. C'est-à-dire que l'autre est mon frère, l'autre c'est ma sœur, voilà. Et éviter les procès, les mises en accusation. Mais zut, voilà, vivons ensemble, voilà, vivons. Il y a un autre mot qui est important pour vous, c'est celui de liberté, qui évidemment prend un goût très différent aujourd'hui. Quelle liberté est-ce que vous aimeriez retrouver en sortant? Bah, déjà celle d'aller et de venir, bien sûr. Je pense que celle-ci, on se rend compte qu'elle est quand même très, très précieuse. Euh, Sinon, heureusement, hein, nous demeure la liberté d'expression. Voilà, ça c'est quand même heureusement que celle-ci nous reste. Voilà. Euh, donc oui, bah justement, je pense que c'est surtout la liberté d'aller et de venir, la liberté aussi de se réunir, hein, puisque quand on aime le lien, on aime se réunir. Moi, j'aime retrouver les autres, que ce soit sur le plan familial, amical, mais aussi sur le plan professionnel. Voilà, parce que moi, j'aime me déplacer, j'aime aller sur le terrain, et ça me manque beaucoup aussi de ne pas pouvoir aller sur place, rencontrer les acteurs de terrain, rencontrer aussi des personnes victimes. Voilà, donc ça pour moi, je sais que j'aurais envie de repartir sur ma route, justement, de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, et de continuer, de poursuivre toutes ces rencontres que j'ai déjà initiées. Et puis bien sûr aussi de retrouver ma fille, de retrouver tous ceux qui me sont proches et qui me manquent aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle Rome et portez-vous bien surtout. Merci à vous, Keren, et portez-vous bien aussi. Merci.